que je sois ici à vous parler, que je sois à Aleppo ou que je sois en Afrique du Sud, je suis payé pareil. Je dis ça, c'est pas une boutade, mais ce qui me permet quand même d'avoir un regard sur l'information un petit peu peut-être différent de certains de mes confrères, mais je n'ai absolument aucun intérêt financier dans les photos que je fais, dans les gens que j'interviewe. Et ce qui me permet souvent, comme en tant que journaliste, les gens essaient de me manipuler, de pouvoir regarder quelqu'un droit dans les yeux et de dire écoute, moi je suis journaliste, je ne suis pas ton employé de relations publiques. Je fais ce métier de photographe depuis assez longtemps. J'ai publié mes premières photos début des années 80 dans un magazine à l'époque qui s'appelait Rouge. Voilà, j'ai habité sur 3 continents, j'ai couvert la Maison Blanche, j'ai habité à Washington, j'ai habité à Paris où de Paris je rayonnais pour aller d'Afghanistan, en Irak, en Afrique, en Irlande du Nord, un peu partout. Et puis depuis une dizaine d'années je suis basé à Johannesburg. Bien que je passe de plus en plus de temps sur Paris entre deux reportages maintenant, mais j'ai quand même encore ma base là-bas. Et donc je suis un petit peu catalogué comme le spécialiste de l'Afrique, où je gère un staff de 4 photographes et une dizaine de pigistes pour assurer la couverture d'un continent dont tout le monde se fout un petit peu, qui est dur à vendre, mais qui me passionne et que j'aime beaucoup et dont j'aime beaucoup parler. Donc je vous donne la main. Jusqu'à quel point vous êtes prêt à prendre des risques pour pouvoir prendre une photo ? D'abord, au début, c'est un petit peu con de prendre des risques pour faire une photo. Mais bon, on en prend un petit peu parce qu'on a envie d'y aller, parce qu'il y a une histoire à raconter, parce qu'on se dit qu'il y a une cause qui en vaut la peine, parce qu'il faut donner une voix à des gens. Et si je regarde les bêtises que j'ai faites il y a 30 ans, j'étais vraiment inconscient, quoi. Je suis là maintenant, j'ai vraiment beaucoup de chance. Mais d'un autre côté, des fois, l'ignorance, ça peut aider. Les risques, ça se calcule. Il n'y a pas de couverture sans risque. Tu peux être photographe, travailler pour le Parisien, et on t'a demandé un certain vendredi 13 novembre d'aller couvrir un concert de rock dans une salle de spectacle à Paris, et boum. Donc nous, dans notre métier, on calcule le risque. On se dit, est-ce que ça vaut la chandelle ? Pourquoi est-ce que je voudrais aller là-bas alors que je pourrais faire la même histoire d'ici ? Il n'y a pas de règle. Le sens, c'est l'expérience. Tu parles aux gens. Les journalistes écrits ont un travail beaucoup plus simple que nous, dans le sens où ils peuvent raconter l'histoire de gens qui racontent une histoire. Nous, on peut aussi effectivement récupérer des images, ce qui se passe à Alep, ce qui se passe en Syrie, ce qui s'est passé au début de la Libye et tout ça, où on n'était pas sur place. Tu vois, il faut faire confiance, avoir un réseau de correspondants locaux ou de connaissances qui permettent d'avoir cette information. Mais à la fin de journée, oui, comme photographe, on aimerait bien y aller pour faire des photos à nous, tu vois, parce qu'on a des égos grands comme ça, et puis on veut y aller. Le risque zéro n'existe pas. J'ai enterré 12 potes et copines. Il y a encore un collègue qui est décédé ce matin à Sirte en Libye. Il s'est pris 8 balles dans le corps d'un sniper de ISIS, Daesh, lors d'une opération militaire qui a vu 50 morts du côté ISIS et 8 morts du côté troupe gouvernementale appuyée par les UN côté libyen. Donc on sait qu'il y a du risque. Ouais. Mais on y va quand même. Pourquoi ? Parce qu'on aime ça, parce qu'on ne sait rien faire d'autre, parce qu'on n'est souvent pas allé à l'école, parce qu'il y a des histoires à raconter, parce qu'il y a un rush d'adrénaline, mais on n'est pas des têtes brûlées, quoi. Il y en a. Quand j'ai 56 ans, je dis ouais, je me suis pris une balle dans le genou, je me suis fait emprisonner 3 fois ou 4 fois, j'ai fait 2-3 conneries. Le plus gros risque que j'ai eu, c'est un infarctus l'année dernière. Donc maintenant, je bois moins et puis je fais du vélo, quoi. Okay. Est-ce qu'il y avait une autre question ? Comment est-ce que votre famille, au départ, a réagi par rapport au fait que vous vouliez devenir reporter de guerre ? Tout ça les a pas choqués au début ? C'est une super question. Parce que alors, vraiment dans le personnel, ça ne vient pas d'en parler. J'ai commencé à faire ma carrière un petit peu à l'envers, où j'ai commencé en cours à la Maison Blanche. En général, c'est un truc que les gens font en fin de carrière. C'est prestigieux, Moi, j'ai commencé là-bas, j'étais marié, femme américaine, 2 enfants, très content d'habiter la belle vie de Suburbia, Virginie, petite maison, le jardin, le chien, le 4x4, enfin, très bien. Mais c'est important, je veux dire, j'ai côtoyé les grands de la planète. La dernière année de Reagan, ensuite du George Bush père, le mur de Berlin est tombé à cette époque-là, donc c'est passé des trucs. J'en ai eu un peu marre, parce que le fait de photographier les décideurs, que ce soit au Congrès ou à la Maison Blanche, j'aimerais bien quand même voir comment les décisions que prennent ces politiques affectent, enfin quel effet ça a sur les gens, surtout au niveau de relations internationales. Et mon premier reportage à l'étranger, donc je suis parti de la Maison Blanche, je suis allé à Haïti, parce qu'il y avait une espèce de coup d'État,
Et mon boss de l'époque, j'étais à l'AFP, m'a laissé la chance d'y aller. Puis ensuite, bon, j'ai été mordu par le virus et j'ai déménagé tout le monde de manière très égoïste en Israël. Deuxième intifada, boum, c'était super. Et quand il se passait rien, je partais en Yougoslavie. J'ai loupé tous les anniversaires de mes filles. Le premier anniversaire que j'ai fait avec Pauline, c'était ses 21 ans. S'il fallait le refaire, je referais la même chose, pareil. Justement, après tout ça, vous avez jamais pensé à faire autre chose dans la photo? Non, pas vraiment, parce que je fais des fois des défilés de mode, des trucs comme ça, c'est marrant. J'ai un compte Instagram dans lequel je fais des photos avec mon iPhone en noir et blanc et je m'amuse. Mais non, techniquement, je suis pas bon, parce que je connais rien. Comme souvent, je rigolais en me disant que sur l'appareil photo, il y a la position P, c'est des professionnels. Donc non, je sais pas si ça donne un flash, j'ai que des problèmes. Sinon, faire autre chose, ouais, pourquoi pas. J'aurais peut-être voulu faire de la course automobile ou faire le Paris-Dakar en moto, mais pas le budget, pas les moyens, pas le temps, tu vois. Non, moi je fais un métier, j'en suis très fier. Je suis militant au sein de mon métier, dans le sens où je pense qu'on fait une profession qui est très très importante et qui est nécessaire, que ce soit au niveau de l'information, de l'éducation, mais aussi on est vraiment le pilier de la démocratie. Et c'est pour ça qu'on est des fouilleurs de merde et qu'on fait chier tout le monde, et qu'on ne nous aime pas, et qu'on n'est pas payé. Mais ça, j'en suis très fier. Est-ce que pour vous, une photo doit faire passer un message ou dénoncer quelque chose? Passer un message, bien sûr. Il y a une photo qui veut rien dire, ça sert à rien. Je veux dire, je peux faire une photo de ce haut-parleur, je veux dire, sauf si je suis vendeur de haut-parleur, ça va parler à personne, ça sert à quoi? Tu vois, c'est ce que je dis à tous les aspirants photographes, les jeunes photographes que je rencontre. Je dis, avant que tu déclenches, que tu appuies sur ton obturateur, pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu prends cette photo? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Okay, la photographie, c'est un langage, comme le langage écrit, comme la danse, comme tout ça, et on essaie de raconter une histoire. Donc une photo, ça peut être un mot, ça peut être une série de photos, c'est une phrase. Il faut que ça tienne debout, il faut que ça raconte une histoire. Est-ce que ça peut changer le monde? Moi, c'est pas mon boulot de changer le monde. Moi, je suis photographe. Je suis pas. Tu vois, les politiques, ils changent le monde. C'est leur boulot. Ils sont élus pour ça. Ils font pas leur boulot, on les vire, on en met d'autres à la place. Ok, moi, t'aimes pas mes photos, je continue à être photographe. Tant pis. Bien fait pour toi. Il y a des photographes qui sont militants. Moi, je m'estime pas. Enfin, je ne peux pas être militant au sein d'une organisation comme Associated Press, qui est la plus grande agence globale, mondiale de presse. Ok, on n'a pas le droit d'avoir, j'ai pas le droit d'avoir une opinion. Sur Facebook, je ne peux pas dire je n'aime pas les tomates. Parce qu'à ce moment-là, ça voudra dire que Associated Press est contre les gens qui aiment les tomates. C'est stupide, mais c'est comme ça. Okay, je ne pourrais pas me présenter, je ne peux pas faire partie d'un parti politique. Parce que je représente une agence, je suis staff. Par contre, il y a des gens qui travaillent pour nous, pour beaucoup de photographes indépendants, qui sont militants, et moi je trouve qu'ils font, c'est très très bien. On fait le même travail, si tu veux. Moi, il m'arrive de pleurer quand je fais des photos. J'ai des photos qui font changer les opinions des gens. Bon, je n'ai pas fait la petite fille au Vietnam, ça c'est Nigut. Mais j'ai une ou deux photos dont je suis assez fier, qui ont fait réfléchir. Ouais, j'ai des photos qui ont fait pleurer. Parce que moi, elles m'ont fait pleurer quand je les ai faites. J'ai peut-être quelque part, au fin fond d'un tiroir, une photo qui te ferait rire. Je suis objectif, pas militant, mais humain. Les histoires d'horreur où vous avez pu rencontrer, quelle est l'histoire qui vous a justement le plus touché, celle qui vous a fait, on va dire, qui vous a le plus ému, qui vous a le plus fait pleurer? Il y en a plein des histoires, parce que je veux dire, tu sais, quand tu arrives à des âges avancés, je veux dire, tu as quand même un patrimoine de rencontres absolument extraordinaire. Tu vois, la petite Kennedy qui, au Libéria, a vu sa mère mourir d'Ebola et qui était appuyée contre un arbre, qui a été récupérée, mise en quarantaine, récupérée par les gens de l'UNICEF, et qui finalement, j'apprends, tu vois, 2-3 mois plus tard, par l'UNICEF, qu'elle a été guérie, qu'elle est à l'école, et puis un an après, j'apprends qu'elle vient d'avoir passé son premier examen, tu vois, elle a 10 ans, elle rentre dans la grande école des grands, ainsi de cela. C'est souvent des histoires de monde. On pouvait passer la journée à fouiller un petit peu, tu vois, à trouver des histoires qui ont un happy ending. Quel lieu ou quel pays vous a le plus touché? Soit les moments très très forts, on se rappelle, la Yougoslavie, Sarajevo, je veux dire, passer des mois et des mois
à être dans une ville assiégée, à vivre avec la population, à s'en prendre plein la gueule. La seule différence, c'est qu'à pouvoir sortir alors qu'eux sont obligés de rester, mais à y retourner, dans cette espèce de volonté maniaque, de pouvoir revenir à l'endroit où on était plus mal à l'aise, mais parce que c'est là où on a fait les plus belles rencontres. On se souvient aussi des endroits les plus misérables parce que c'est pas cool, quoi. Il n'y a pas vraiment de pays que j'aime pas, il y a des pays, enfin, il y a beaucoup de cultures. Le Congo, l'Est du Congo, le Kivu, nord et sud Kivu, autour de Goma. On en est quand même à plus de 5 millions de morts depuis 1995, depuis le génocide au Rwanda. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, il y a des minerais. La seule raison pour laquelle vous avez un iPhone qui marche, c'est parce qu'il y a du coltan. Pourquoi est-ce que c'est une guerre sans fin? C'est parce qu'il y a du coltan. Pourquoi les gens meurent? Pour que vous ayez un iPhone. Mais c'est un pays merveilleux avec des gens extraordinaires. Et je ne vois pas la solution au problème. Je ne la vois pas. Sinon, je ne serais pas photographe. Je serais président du monde. Je n'ai pas des grands moments d'émotion. J'étais à Paris le 13 novembre l'année dernière. Le 14 novembre, pour moi, c'est un jour où je vais me souvenir toute ma vie, quoi. Le regard des Parisiens, ces visages, ces gens, ce respect mutuel. Là, je reviens, j'étais au Maroc. Je sais pas, Marrakech, ça m'a gonflé, quoi. J'ai pas envie d'acheter des trucs en cuir qui sentent mauvais. J'en ai marre de bouffer des tagines de poulet qui sont pas cuites. Voilà. Par contre, à la frontière, Sahara occidental, Algérie, Maroc, mais des rencontres fabuleuses, fabuleuses. Il a plu, j'étais dans le désert sur un chameau, il s'est mis à pleuvoir. Ça arrive une fois tous les 40 ans. Ça m'est arrivé à moi, c'est génial. Voilà. Alors moi j'aurais une question, c'est est-ce que vous vouliez d'amitié avec les personnes que vous rencontrez lors de vos reportages, et est-ce que vous êtes encore en contact avec certains d'eux? Absolument. Absolument. Comme je disais tout à l'heure, on fait de très belles rencontres en reportage. Parce que je veux dire déjà, si tu fais du journalisme, il faut un petit peu aimer les gens. C'est un petit peu la base, quoi. Quoi qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les gens. Alors tu fais des rencontres dans ta profession, mais tu fais aussi des rencontres avec les gens que tu photographies, parce que tu es là pour leur donner une voix, tu racontes leur histoire. Et comme je disais tout à l'heure, je parlais de la petite Kennedy, tu vois, à Monrovia. Bon, il y a du suivi. Il y a une gamine qui s'appelle Albenita qui était tombée d'un tracteur et en fuyant les offensives serbes. J'ai juste fait un portrait très simple, une photo de juste ses yeux, elle avait un œil au bord noir, elle avait des nappes comme ça, là, tu vois, blonde. Et je sais pas, les Allemands étaient tombés amoureux de cette môme, ils avaient fait une espèce de collecte. Journal allemand, ils avaient récupéré 1,5 million de Deutschmark à l'époque. Ils avaient fait un airlift avec l'armée allemande, ils la chercher, ils l'ont mis dans un hôpital à Munich. Ensuite, rapatrié toute sa famille. Albenita, l'année dernière, au Canada, est devenu docteur. Il y a des gens avec qui on travaille beaucoup qu'on appelle les fixeurs. C'est quelqu'un qui va parler la langue, quelqu'un qui va avoir une voiture, quelqu'un qui va avoir des contacts dans des endroits que tu ne connais pas forcément bien, tu n'es jamais allé. Fixeur peut devenir un ami, fixeur peut devenir un ennemi aussi. Il faut aussi faire assez attention parce que tu traînes dans des endroits qui sont souvent dans les zones de conflit, sont comme assez mafieuses, et tu as plein d'endroits qui sont comme le souk à Marrakech, tu vois. C'est pas possible, c'est invivable. Donc il faut vraiment choisir qui tu suis, choisir tes rencontres, et faire attention. Mais si tu fais ce métier, tu ne peux que... Tu feras beaucoup plus de belles rencontres que de mauvaises rencontres. Est-ce que pendant l'un de vos reportages, ça vous est arrivé d'être seul, sans dire, pour prendre vos photos, parce que vous disiez tout de suite que vous étiez tout seul? D'être tout seul, oui. Moi, je préfère être tout seul pour travailler. Parce que vous avez dit tout de suite que vous étiez accompagné par des personnes qui connaissaient le pays. Oui, mais tu peux. Je veux dire, bon, une fois de plus, il ne faut pas tout généraliser. Bon, alors seul, est-ce que tu parles de la solitude? Est-ce que tu parles d'être seul en tant que photographe sur un lieu précis? De toute façon, il va falloir y aller, donc il va falloir un chauffeur qui sera là, ou un fixeur, ou tu vois, mais tu seras le seul à exercer ce métier, si tu veux. C'est-à-dire, quand je parle de seul, ça veut dire que je ne suis pas avec 30 autres photographes à faire la même photo. Tu vois,
La guerre, c'est pas un match de foot. Et d'ailleurs, quand je disais tout à l'heure, des fois, je fais un petit peu de mode à Paris, ça me distrait. Puis j'aime bien. Parce que les à côté, c'est marrant, c'est maintenant tous les blogueurs de mode et tout ça, les gens dehors qui veulent être vus, tout ça, c'est très drôle, très visuel. Mais sur les catwalks, je trouve ça relativement insupportable d'être serrés les uns contre les autres, il faut arriver 2 heures avant, tu vois, pour faire en fait, tu fais la même photo que 50 autres personnes. Ça n'apporte rien. Et moi j'aurais plus tendance, quand tout le monde va par là, à aller par là. C'est pas un exemple, les réfugiés en Grèce, sur les plages, il y avait énormément de photographes. Moi ça m'a bloqué. J'ai pas eu... Là j'irai plus maintenant, qu'il se passe plus rien, qu'à ce moment-là. Parce que, comme on dit, travailler avec le cirque Pinder, mais ça m'intéresse pas. Cela vous est-il déjà arrivé de vous autocensurer pour protéger des personnes que vous avez rencontrées? Alors l'autocensure, c'est une très bonne question. Il y a un truc que je ne supporte pas dans les médias français, surtout la télévision, c'est d'avoir des reportages sur les amibes. Parce que tout ce qu'il y a sur un sujet télé, un reportage, il suffit qu'il y ait un flic, il suffit qu'il y ait, je sais pas, un dealer de drogue ou quoi que ce soit, tout le monde est flouté. Donc vous êtes devant votre écran et vous voyez juste des blobs, des amibes qui bougent. Voilà, avec une espèce de voix off qui raconte n'importe quoi. Ça, c'est sans intérêt. En photo, je pense qu'il faut tout photographier, systématiquement. Ça ne veut pas dire qu'il faille tout publier. Je pense qu'il faut avoir un petit peu de décence. Moi, je ne suis pas là pour choquer, mais je peux être là pour interpeller. Okay, une fois de plus, je m'en reviens. Si une situation me met excessivement mal à l'aise, l'image que je fais va vous mettre excessivement mal à l'aise. C'est le but de la manœuvre. Je suis là parce que vous n'y êtes pas. Il y a des photos qui ont leur place dans la presse quotidienne, il y a des photos qui ont leur place dans les expositions, il y a des photos qui ont leur place dans les tribunaux, et ça, c'est là où le travail d'un éditeur est très, très important. Et on n'est pas obligé d'être littéral dans l'expression photographique. Comme je disais tout à l'heure, la photo, ça, c'est un langage, c'est comme le texte. On peut très bien suggérer. Enfin, il y a plein de photos qui n'ont pas besoin, vous n'avez pas besoin d'avoir une tête coupée pour comprendre que quelque chose est horrible, je ne sais pas. Il ne faut pas tomber dans le voyeurisme. Mais d'un autre côté, oui, en Centrafrique, j'ai photographié des scènes, enfin je racontais, j'ai vu le diable, j'ai rencontré le diable, parce que j'ai vu un homme se faire absolument massacrer devant moi, mais pas une fois, pas 2 fois, mais 10 fois, par des meutes de gens qui procédaient comme des loups, quoi. Et toi, tu es là, tu ne peux absolument rien faire. Donc, tu ne peux même pas aider. Tu vas te faire massacrer aussi. Non, mais tu photographies, et ensuite tu sélectionnes. Mais des scènes qui peuvent être absolument insoutenables. Et ensuite, il faut choisir comment les passer, où les passer. Donc, autocensure, je ne l'appellerai pas comme ça, je parlerai un bon travail d'editing. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des photos dont vous étiez très fier, mais est-ce qu'au contraire, il y en a justement que vous regrettez? Je pense pas que je regrette d'avoir fait une photo. Une fois de plus, pour revenir à ce que je disais tout de suite, parce que je pense qu'il faut tout photographier, que c'est mon métier. Je regrette des fois de ne pas avoir fait une bonne photo, ou de m'être mal exprimé photographiquement. Ne pas avoir su exploiter une situation, pas avoir su rendre l'émotion que j'ai ressentie à un moment donné en image pour la faire passer à vous. Il y a souvent des cas, mais ça c'est souvent sur les... On parle de photos de guerre, on s'attend à voir des mecs qui tirent, qui ça coule de partout, machin, ci, cela. T'es dedans, c'est génial. L'adrénaline, elle est là-haut, tu cours, les balles fusent de tous les côtés. C'est mieux que dans les films. Ok? Il n'y a pas de souci. Ensuite, tu regardes tes images, c'est nul de chez nul de chez nul. Pourquoi? Il manque 2 trucs. Il n'y a pas de son. Et en plus, ça ne bouge pas. Et ça ne sent pas le chloride, ça, tu vois. Et pour ça, il n'y a plus d'adrénaline. Et même les plus grands, tu prends Jim Natchway par exemple, tu prends John Jones ou Chris Morris, ils ne peuvent pas remplir un livre de photos de combat. Sur un livre, Jim fait un livre, Inferno, qui fait 600 pages, il y aura une photo de combat. Toutes les autres sont des photos de gens qui ont été affectés de manière ou d'une autre par le combat. Des réfugiés, des familles, des enfants, des femmes. Donc ça, ouais, ça c'est le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir su pour l'instant, des fois ne pas arriver à capitaliser sur un événement pour le reproduire d'une manière vraiment bien, quoi.
Sinon, non, je veux dire, je suis toujours à la recherche de la photo, quoi, qu'elle soit géniale. Pourquoi vous êtes devenu photographe? Quel déclic vous a permis de devenir photographe? Je sais pas, peut-être j'étais atteint tout petit d'une maladie qui s'appelle la fainéantise aiguë. Je sais pas, quand j'étais gamin, quand j'avais 13-14 ans, tout le monde jouait au foot, moi j'étais nul en sport, tu vois, personne ne voulait me parler. C'est pas grave. Et il y avait un labo photo, il sait où j'étais. Et puis ça m'intéressait, l'image m'intéressait. À savoir vraiment quand il y a eu un déclic, je peux pas vraiment dire. Je crois que c'est une passion que j'ai toujours eue. Peut-être la vocation est venue après, mais je sais pas quand. Je me suis essayé à faire des études de Sciences Éco, de Sciences Po. J'avais choisi d'aller à Grenoble, donc j'ai pas réussi. Et là, je suis parti aux États-Unis. Et puis j'ai pigé, et l'AFP m'a embauché. Ensuite, je suis passé à AP, et puis voilà. Quand vous êtes en zone de conflit, est-ce que vous prenez parti pour l'un ou pour l'autre, ou est-ce que vous restez neutre, ou ça dépend? Non, je ne prends pas parti, sachant que le connard qui me tire dessus avec sa calache, ça va pas être mon pote. Est-ce que vous trouvez que les médias français transmettent bien le bon message par rapport à ce qui se passe Non, les médias français, c'est assez intéressant parce les médias français sont des médias qui sont assez politisés en fait. On parle toujours de télé de gauche, télé de droite, journal de droite, journal de gauche. Je pense qu'on lui peut-être qu'au départ on fait de l'information, on fait pas de la politique. Ils ne sont pas plus mauvaises, pas plus nuls que d'autres. Je pense qu'il y a de très très grands journalistes partout, que ce soit au Figaro, que ce soit au Monde, que ce soit à Libé, que ce soit à La Croix, que ce soit à France 2, TF1, BFM. Mon petit cousin est rédacteur en chef du matin à BFM Télé, donc je l'appelle souvent pour l'engueuler. Arrête tes conneries, quand tu les trouves où, c'est n'importe quoi. Que non, l'info ce n'est pas que BFM TV. Je sais pas, il faut faire un playlist quoi. Il faut bien la choisir, il faut savoir quelles sont les sources, il faut savoir qui dit des conneries. Si vous voulez à une époque où on est tous citoyens journalistes, soyez aussi journalistes que citoyens, c'est-à-dire utiliser les mêmes méthodes que nous pour faire du fact-checking, pour savoir, tiens, cette photo c'est quoi, elle vient d'où, est-ce que c'est vrai? Ah, j'ai vu ça sur Facebook, t'as vu, c'est génial, ouais, mais ça n'existe pas. Donc je pense qu'on n'est pas plus mauvais que les autres, à ce niveau-là. Je regarde pas vraiment les télé 24 heures, j'essaie de regarder, quand je suis en France ou même sur Internet, regarder 20 heures, parce que ça me donne un petit peu une idée de ce que une certaine catégorie de Français reçoivent comme information. Ça m'attriste assez quand je suis avec une équipe de France 2 en Burundi. On a dépensé beaucoup d'argent et pris beaucoup de risques pour arriver à Bujumbura pendant un coup d'État, qu'ils y restent pendant une semaine, que le 20h ne prenne pas un seul sujet, pas un, rien, et qu'au bout d'une semaine, ils disent aux journalistes et aux caméramans, bah tiens, tu vas nous faire un truc sur des éléphants au Kenya, t'es à côté. Peut-être nous dire les prochains conflits où vous allez aller dans les prochaines semaines, les prochains mois? Je ne sais pas, sachant que le plus gros conflit à venir, ce sont les élections américaines, que le deuxième conflit après ça sera les élections françaises, et que moi je ne fais pas de politique. Donc je suis un peu au chômage technique en ce moment. Voilà. Non, le plus gros truc, c'est, pour moi, je garde quand même un regard sur la région des Grands Lacs, qui vont être sujet d'un débat d'ailleurs ici, je crois, vendredi soir. Je vous conseille fortement d'aller avec un très très grand journaliste et un des meilleurs potes, Jean-Philippe Rémy, spécialiste de l'Afrique, que aussi bien lui que moi on travaille en Afrique, que tout le monde s'en fout, qu'on essaie de le vendre, parce qu'il y a quand même de très belles histoires. Voilà, moi c'est là où je travaille. Et je garde les yeux sur le Congo, qui viennent apparemment on savait annuler les élections pour que Kabila reste en place, et ils ont annoncé qu'il y aurait des élections dans 2 ans, peut-être. Sachant que vous êtes devant les classes de première et de première terminale L entières qui sont peut-être pas encore sûrs de ce qu'il va faire plus tard, et qu'en voyant votre interview, il se dit bah, tiens, je vais peut-être essayer de devenir reporter de guerre. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner à ces gens? Ouais. Je dirais surtout pas. Tu vas pas gagner un rond. Tu vas pas avoir de vie. Tu vas être hyper frustré.
et puis que je vais être le seul à avoir le plus beau métier du monde. Ça me suffit.